Never when you talk dirty. Donc là, on revient un peu sur un film où, comme je te disais à l'instant, ça a été... ça m'a fait douter sur ma propre façon de penser. Parce que j'ai vu ce film et je me suis dit, c'est mortel. Je me suis dit, bah, c'est super, tout le monde va kiffer. Et tout le monde déteste le film. Et là, tout d'un coup, je me suis senti seul et j'ai écouté les arguments comme disait. Et je me dis, ah ouais, j'ai pas du tout ressenti le truc de la même manière que la plupart des gens. Alors, est-ce que c'était une question de... Des gens attendaient des trucs, ils ont été déçus. Est-ce que c'est moi qui suis complètement à l'ouest? Et ça, on en parlera. Alors, on en parlera plus en off parce que justement, le texte sert plus à théoriquement, après ma seconde vision, expliquer ma grille de lecture à moi, hein, pourquoi j'ai trouvé le film en fait assez intéressant par rapport à John Woo. Mais après, il y a toute une dimension de réception émotionnelle que tu contrôles pas. Et en fait, moi, là, je pense que j'ai ressenti des choses que d'autres n'ont pas ressenties. Ok, très bien. Mais c'est pas parce qu'ils les ont pas ressenties qu'il n'y a pas une démarche thématique qui est malgré tout très intéressante. C'est pour ça que la violence qu'a subi le film me paraît totalement disproportionnée, où on peut dire, je ne suis pas rentré dedans, j'ai trouvé ça ridicule, ou j'ai ricané, ou ça m'a pas fait marrer, mais malgré tout, je comprends ce qu'il a voulu faire, plutôt que de dire, c'est de la merde parce que j'ai pas aimé. Ça marche pas comme ça. Donc voilà, on va essayer d'être nuancé, oui, comme d'habitude. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, on revient un peu tardivement sur un film que l'équipe de Capture Mag n'a pas eu le temps de chroniquer en décembre, même si en réalité, je soupçonne mes collègues d'être de gros bâtards qui voulaient éviter une rafale de scud le jour de sa sortie et qui m'envoient au casse-pipe à leur place. Pourquoi ? Mais parce qu'on va parler de Silent Night, bien sûr, le dernier film tant attendu de John Woo, qui s'est fait déchirer par beaucoup, comme j'ai rarement vu un film se faire déchirer. Et il s'est tellement fait déchirer, alors que je n'imaginais pas une seconde qu'il soit déchiré à ce point, que je m'interroge depuis sur les raisons profondes du dénigrement parfois excessif qui a accompagné ce déchirement en règle. Parce que moi, personnellement, en ce qui me concerne, je l'ai beaucoup aimé ce film. Alors peut-être ai-je de la merde dans les yeux, ou peut-être l'ai-je tout simplement pris pour ce qu'il était, sans attente particulière vis-à-vis de John Woo, dont je considérais le précédent film nullissime. Mais même si chacun a le droit de penser ce qu'il veut, encore heureux, je trouve le décalage entre ce film plutôt humble et la colère, voire la hargne des réactions qu'il a suscitées, quelque peu suspect. John Woo aurait-il touché un point sensible avec sa façon d'appréhender le film de vengeance dans une époque d'ayatollah de la morale ? Ou son statut d'icône de l'action aurait-il suscité des attentes fallacieuses qui se sont transformées en ressentiment ? Honnêtement, je n'en sais foutre rien. Alors sans chercher à convaincre personne, puisqu'en matière d'urticaire il y a des démangeaisons irréconciliables, je vais simplement offrir ma petite grille de lecture, et j'ai bien compris qu'elle était solitaire. Cette émission sera donc avant tout destinée à ceux qui ne cherchent pas forcément l'adhésion à leurs croyances et aiment entendre d'autres perspectives, même si elles ne leur correspondent pas. Putain, si avec ça, je ne me fais pas pardonner, c'est la merde. Franchement, je n'avais pas attendu Manhunt pour interroger différemment le cinéma de John Woo, cinéaste que j'avais encensé dans ma jeunesse et dont les plus mythiques œuvres hongkongaises ont révolutionné la mise en scène de l'action au cinéma. Si je reste encore aujourd'hui subjugué par les morceaux de bravoure de The Killer ou Hardboiled pour citer les plus célèbres, l'emphase de certains procédés, l'outrance mélodramatique, comme le symbolisme parfois naïf et empoulé de la narration, ont eu raison de l'admiration sans borne que je portais au réalisateur, dont certains grands films, combien même s'y dissimulaient en filigrane du Chang-Chi, du Melville comme du Douglas Sirk, m'apparaissaient soudain quelque peu surannés. Le syndrome du mal vieillir, là où d'autres restent éternels.
Ces procédés, ce maniérisme dans le sens littéral du terme, ont encore des restes dans Silent Night, par le biais de métonymie un peu faciles, de frises dans l'image datée ou d'hyperboles dramatiques, et je peux donc comprendre qu'elles puissent faire ricaner, du moins ceux qui ne sont pas familiers de John Woo, sans quoi le lui reprocher serait d'une mauvaise foi déprimante. Il y a toujours eu chez lui cet absolu du premier degré, ce désir ardent du mélodrame pur, cette componction assumée, même au cœur d'une comédie d'aventure, comme quintessence du 7e art. Il y a des cadres qui sont vraiment très très beaux par moments, et il y en a qui sont très très moches. C'est aussi un truc, c'est genre tu te remets The Killer, aujourd'hui, il y a des trucs, mais d'une élégance, d'une pureté, d'un truc où tu te dis, c'est la mise en scène parfaite. Et puis 3 secondes après, t'as Danny Lee en accéléré derrière un tramway. Pourquoi t'as laissé passer ça? Non mais je rigole, mais je caricature. Et où il y a des trucs qui sont inélégants. Et puis des fois, il y a de la symbolique qui a la bonne tonalité, qui est juste, qui marche à mort. Et puis d'autres où tu te dis, ah, tu me sors parce que c'est trop. Les gens ont envie de leur dire, ah, c'est ce que j'ai dit au début, tu peux pas critiquer non plus ça quand t'as surkiffé la colombe au ralenti, quoi, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, on l'a vu 20 fois, la colombe au ralenti, il est temps de passer à autre chose. Et je trouve que là, John Woo, je m'attendais pas à ça. Surtout après un Manhunt à ce point déceptif, tu vois. Je me disais, bon, le mec, il fait ce qu'on lui demande, ou il essaye, ou il n'y arrive plus, ou c'est fini, il a plus d'inspiration, il a rien, c'est mort, au revoir, truc. Et qu'il revienne avec ce petit truc-là en me disant, ah, j'ai une nouvelle proposition à faire, putain, c'est cool. Le temps d'aimer et le temps de mourir est toujours passé avant la horde sauvage chez John Woo, et il ne s'en est jamais caché. Lui qui transcende l'action au cinéma pour mettre en valeur les tourments de ses personnages, jamais pour l'action en elle-même. Mais comme d'autres dans le milieu du cinéma, sa virtuosité est devenue son héritage, et le balai de gun à la main, le fardeau qui finit par éclipser ses ambitions thématiques. Le véritable cœur de son cinéma a pourtant été toujours la nature humaine. Silent Night le revendique cette fois sans fioriture et surtout au cœur même de l'action. Une action qui ne peut que déplaire à ceux qui ont fantasmé une nouvelle jouissance, car si l'on y regarde bien, le film, que d'aucuns prennent comme une ressucée ratée de ce qui avait fait le succès de John Woo, est avant tout un manifeste de sa véritable profession de foi. La primauté de la nature humaine sur la puissance de l'artifice. Un manifeste profondément doloriste, conçu et structuré comme tel, qui n'est ni un revenge movie questionnant l'ambiguïté de la loi du talion, ni la promotion d'un nouvel héroïque bloodshed. Silent Night est par excellence un anti-héroïque bloodshed, par celui qui en a pourtant été le porte-drapeau. Le contraire assumé de ce que l'on attendait de lui. Ce père de famille, dont le gosse a été tué, n'y est jamais un Chow Yun-fat souriant presque en cartonnant à bout portant ses cibles dans l'église de The Killer, ou rechargeant à la cool son shotgun avant d'infiltrer un entrepôt dans Hardboiled. Sa marche funèbre n'y est jamais héroïque, jamais valorisée, jamais fantasmatique. Elle est lancinante et désespérée, affligeante et suppliciale de bout en bout, celle d'un homme à la souffrance absolue, dont il ne se défait jamais, et qui accompagne une descente aux enfers qu'il sait vaine et qui s'incarne en deuil impossible. Quand je dis manifeste, c'est ça. Je l'ai trouvé revendicateur. Je l'ai pas fait. Des mecs ont dit ouais, c'est un film d'un mec qui a passé son temps. Tu vois ce que je veux dire, un mec du passé. Je dis non, il y a une volonté mais appuyée, marquée et revendiquée, pas avec hargne, mais avec intelligence. C'est-à-dire d'un côté, c'est oui, je vais faire ce que vous voulez plus voir au cinéma. Je vais m'intéresser à des personnages. Je vais lire leur visage. J'avais jamais vu un John Woo avec autant de travail sur le gros plan, sur les cadres pour capter la douleur des personnages. Là, moi, je trouve génial la scène dans le miroir où le mec il arrive. Tu vois, il y a des trucs qui m'ont filé, mais tout de suite, moi, je suis rentré dedans. Et à la fois, il y a ça, c'est de dire, je vais vous la montrer, la douleur. Vous voulez pas la voir, vous voulez pas l'entendre, vous allez dire c'est cucu, vous allez dire c'est si, vous allez ricaner. Mais vous ricanez pourquoi? Vous ricanez parce qu'en fait, vous voulez pas laisser cette émotion pénétrer. Tu sais, c'est le vieux syndrome dont on a parlé des tonnes de fois avec Stéphane, avec Arnaud, tu sais, des films de Bayona où t'as tous les journalistes que tu vois pleurer, mais des chaudes larmes dans la projection de presse, et qui le lendemain vont écrire un texte pour dire c'est de la merde, c'est larmoyant et tout ça. Il y a un problème cognitif ou psychologique à la capacité à accepter les émotions qui nous pénètrent. Moi, je les ai laissés sortir, je suis rentré dans le truc. J'ai même
kiffé la dimension Rocky-like de l'entraînement que j'ai trouvé super bien monté en crescendo, super, et qui vérole pourtant directement aussi à la fin. Donc il y a cette émotion quelque part où le mec dit je vais pas y mettre des limites. Je vais pas m'auto-censurer parce que c'est ça qui m'intéresse. Silent Night n'est même pas un film d'action. John Woo se fiche de son intrigue prétexte, de sa simplicité apparente comme de sa prévisible issue. Elle n'est que le creuset utile à l'exploration d'une psyché. Silent Night est uniquement et singulièrement un film sur la douleur, ce qui forcément n'est pas agréable à regarder. La douleur sous toutes ses formes, ou l'action qu'on attendait de lui et qu'il s'amuse à revisiter comme la revendication de ce qu'il ne veut plus faire, est constamment vérolée de l'intérieur. Tel ce plan séquence final, en mode shotgun dans l'escalier, qui tend dans la démarche lourdole du personnage, la lenteur de ses réactions que la rythmique anti-spectaculaire du parcours et la version tragique de celui célébré dans Hard Boiled. Le personnage, dont le mutisme et les gros plans souvent magnifiques ne servent qu'à circonscrire l'espace mental dans lequel il est enfermé, n'avance que dans la souffrance, l'échec et la maladresse. Il exécute comme un mort en sursis, malhabile et pâteau, tout autant meurtri dans sa chair que ceux qu'il tue sans grâce. À l'heure où chaque blockbuster, se félicitant de sa coolitude, surjoue la mise à mort stylisée, le personnage de Kinnaman n'exprime aucun plaisir, ne retire aucune gratification et ne produit aucun héroïsme ni aucune jouissance à sa fausse vendetta, qui n'est que l'illustration nihiliste d'un monde, le sien, mais par extension le nôtre, qui n'a plus de sens. Seul réconfort dans la douleur, ce pendule de Newton qui devient scène de théâtre finale, sur lequel il projette un futur qu'il ne connaîtra jamais. Un mouvement perpétuel qui assure un retour de balancier, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles on s'enferre. Bref, d'aucuns diront qu'on n'a pas vu le même film, ça c'est certain, et à la limite, c'est tant mieux. C'est aussi le propre du cinéma. Alors je suis peut-être le seul sur ce coup, mais j'ai au moins un bon film, moi, à me rajouter à ma liste. Ce que j'ai aimé là-dedans, en fait, si tu veux, c'est la première chose que j'ai perçue, moi, en regardant le film. Déjà, je suis rentré émotionnellement dedans. Donc ça se discute pas, comme je vais pas discuter des gens qui ont trouvé ça ridicule, peut-être parce qu'ils se sont eux-mêmes créés une distance, et que le film a quelque chose de très old school qui prend son temps. Chose que les films ne font plus aujourd'hui, où on t'aurait expédié la douleur du personnage en 5 minutes chrono, et il serait parti, je vais m'entraîner, je vais buter tout le monde, alors que le mec il prend une demi-heure. Déjà une demi-heure avant que le personnage se dise je vais essayer de faire quelque chose. Et puis c'est surtout que je trouvais qu'il désamorçait systématiquement les principes qu'on attendait de lui dans chacune des scènes d'action. Moi, j'ai trouvé ça mortel dès la première scène. Elle est plutôt vénère, il te fait de la courte focale à l'intérieur avec des mecs qui cartonnent. Il y a des trucs où tu te dis, bon, voilà, je retrouve un peu le John Woo que je kiffe, et tu vois ce mec en colère et tout ça. Et puis, il se fait sévèrement défoncer la gueule dans la gorge, donc justification très maligne de l'absence de dialogue dans le reste du film, même s'il y a du diégétique qui fait qu'on n'est pas véritablement dans un film 100% silencieux, hein, et qu'il a besoin du diégétique de temps en temps pour justifier des mécaniques d'histoire. Mais ce qui me plaisait, c'était que ça te casse direct d'entrée, et tu regardes chaque scène du film, et chaque scène du film, elle est comme ça, en fait. Et c'est pareil, c'est le premier mec qui va aller tuer chez lui, qui met en mode Dexter, je vais te niquer la gueule. Et puis c'est une galère, et c'est une galère sans nom pour arriver à le buter. Et tout le film est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi, tu projetterais le fantasme de voir le John Woo des Heroic Bloodshed que t'as kiffé, il te dit, mais non, il n'est pas sur les problématiques du revenge movie classique. Il n'y est pas sur la question de la loi du talion. Elle se pose même pas. Et d'ailleurs, tout est éclairé au final par cette lettre qui dit, bon, ben, tout ce que je fais sert à rien, mais il faut que je fasse un truc, je sais pas quoi faire. Donc en fait, son processus de deuil, c'est ça. Si vous regardez ce que vous propose le film, il te montre très clairement que c'est pas ça qui l'intéresse. Je veux dire, il te montre quand même... c'est quand même un film où la première image que tu vas, à mon avis, garder, enfin, quand même, les images que tu gardes en sortant de ce film-là, c'est long, gros plan sur la douleur des personnages, sur lui, sur sa femme, sur le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, appuie cette quelque part obligation à regarder l'image. Donc cette contrainte de te dire il faut que je lise le paysage émotionnel qui se dégage. J'ai vu des gens dire Kinnaman il est nul et tout. Putain, moi je trouve pas. En même temps, le film c'est quoi? C'est pas un mec qui a tué volontairement son gosse.
C'est un gamin buté par accident, produit par des mecs qui se font la guerre. Donc en fait, il est une victime collatérale du monde. Et quand il est ramené de l'hôpital, il te fait la scène à la Taxi Driver, inversé, mais il te fait la scène du mec qui regarde par la fenêtre et qui voit le chaos qui est devenu le monde. Ben, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, ce genre de truc-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est au bout d'un moment, tu vois bien que ça dépasse le cadre de ça. C'est une histoire sur la psyché d'un mec. Et d'ailleurs, tous ces gros plans servent à te dire, littéralement, visuellement, on est dans son espace mental. On n'est pas dans la réalité de l'intrigue. On est dans sa perception du monde. Quand tu as vu tout ça mis en amont, comment tu peux regarder le plan séquence finale en te disant « Oh, bah, il est nul, hein, c'est pas aussi bien qu'Hardboiled ». Non mais mec, t'as regardé ce qu'il a fait avant? Il te le dit avant qu'il va pas te faire du Hardboiled et il va pas te faire du Killer. Et que c'est pas ça qui l'intéresse. Et que le mec, il a, je sais pas quel âge, il a 75 ans. Il y a marqué en gros, vous me faites chier avec les scènes de fight à double shotgun méga cool. Vous me cassez les couilles. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la douleur de ce mec. La vie, c'est le monde dans lequel on est. Où on attend désespérément que le balancier de la pendule de Newton, qui part dans un excessif ténébreux, revienne à un équilibre. Et que cet équilibre, c'est le fantasme d'avoir vu son gosse grandir et gagner un diplôme qu'il ne verra jamais. Il y a des trucs où, au bout d'un moment, il faut regarder juste le film. Ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer. On s'en fout que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. On s'en fout que j'aime pas le film. Mais si tu te prétends un minimum cinéphage et que tu attends le retour d'un mec que tu as aimé en te posant des questions sur qu'est-ce qu'il a fait depuis... Moi, c'est ça le truc que je me pose aussi comme question, tu vois. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de se dire je reviens sur un film américain en faisant exactement le contraire de ce que vous voulez que je fasse, en fait. Et je trouvais ça tellement, cette approche tellement gros comme une maison, justement parce que c'est un mec qui est très premier degré et frontal. On se rappelle tous l'anecdote avec Besson. Pour moi, elle est claire totalement, tu sais, où t'avais la bande de repas qui, à un moment donné, lui avait promis de faire, je crois, c'était... concernant une sorte de remake du Cercle Rouge où il s'était rencontré avec les mecs, il avait dit ok, on va faire le truc, puis ils se sont donné rendez-vous aux États-Unis, et puis dès le départ, au début de la réunion, le mec a dit oui, non mais alors on avait dit ça, mais on va peut-être faire et où John Woo il s'est levé, il a dit vous aviez dit, je me casse, il y a une parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des mecs qui sont quand même straight, quoi, tu vois, et droit dans leur botte, donc ils se cachent pas. En fait, je voulais en parler, je voulais revenir dessus parce que c'est pas tant pour défendre mon point de vue que aussi pour dire un peu de bémol quand même dans les vindicts. C'est-à-dire qu'il y a des films qui justifient que tu les défonces vraiment parce que visuellement ils se foutent de ta gueule ou idéologiquement ils peuvent être puants, quoi. Non, mais à part pour cela, enfin, tu vois, t'as envie de dire, c'est un petit film. C'est un petit film humble. En plus, je trouve qu'il y a une volonté émotionnelle absolue, c'est-à-dire de vraiment... moi, je le trouvais touchant, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé, mais moi, je l'ai vraiment trouvé touchant. Je me suis dit, ce mec, il te parle de ça, quoi. Tu perds quelque chose, ton monde s'écroule, notre monde s'écroule, c'est symboliquement, notre monde s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça qu'on fait pour essayer de trouver un sens? Je trouve que c'est une question valable dans le monde dans lequel on est. Et faite par le mec dont on a encensé la valorisation d'une violence déréalisée, je trouvais ça intéressant. Parce qu'elle est déréalisée, sa violence dans le film aussi, mais dans le sens inverse. Tu vois ce que je veux dire? Dans le cinéma américain. Et dans le cinéma américain aussi, c'est vrai. Donc, c'est là que tu te dis, ouais, ce cinéaste-là est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, à travers son médium, tu vois, je veux dire, c'est pas des mecs qui théorisent, c'est comme McTiernan, c'est pas un mec qui théorise, mais c'est un mec dont l'intelligence de mise en scène te fait comprendre un propos. Et des mecs comme ça, on en a plus beaucoup. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est un film intéressant, je trouve que c'est pas un film, on s'en fout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un film qui mérite d'être vu, et c'est un film qui mérite un débat, une discussion, comme on a. Se dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'intéressant, qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui a réussi dedans, et pas juste genre ouais, il n'a pas fait Hardboiled. Ok, oui, non, il n'a pas fait Hardboiled, c'est sûr.
Donc voilà, c'était la Minute Yannick Dan. Je répète, la prochaine fois, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, je regarde beaucoup de séries télé en ce moment, mais alors, tu vois, c'est comme pour tout aujourd'hui au cinéma. Je pense que c'est le même rapport que tu vas avoir avec Silent Night, avec Argyle. C'est qu'il n'y a plus de juste milieu. Je pense qu'en fait, les mecs détestent. Et Argyle, ça va être ça. Les gens vont détester ou aimer, comme Silent Night, ils ont détesté. Bon, puis il y en a un comme moi qui a aimé, c'est tout, je suis tout seul. Et de l'autre côté, il y a des trucs comme 1883 où je prends triple claque. Donc, on va peut-être faire des choses comme ça. Ça dépendra de ce que les gens de Capture Mag me laissent faire en actualité cinéma. On va faire 6 heures sur Taylor Sheridan. Ouais, je pense qu'on devrait faire une spéciale Taylor Sheridan parce que le mec, c'est quand même un des rares mecs un peu intéressants en télé là aujourd'hui. Hein. Donc vraiment. Voilà. À la semaine prochaine.